Aujourd'hui, un VUS compact qui prétend cocher toutes les cases de l'électrification, le Chevrolet Equinox EV. Malgré le fait que l'Equinox électrique soit à l'entrée de la gamme chez Chevrolet, on ne ressent pas du tout cet aspect en matière d'apparence. Non, et ça, je pense que c'est une bonne chose de la part du constructeur. Comme tu le dis, même si c'est l'entrée de la gamme, on ne lésine pas sur la qualité et la présentation au niveau des matériaux. Dans le cas de la version que nous avons à l'essai, c'est RS, donc le modèle qui est un peu plus sportif. Il va surtout se distinguer au niveau de la partie centrale du pare-choc qui est peinte en noir, très texturé. Et on va même jusqu'à faire une fausse fibre de carbone. Et il faut quand même se rendre à l'évidence. Ça, c'était peut-être un peu trop, là. C'est peut-être un peu trop, mais vu que c'est noir sur noir, c'est pas frappant. Il faut que tu sois près du véhicule pour le voir. Je trouve que c'est un bel attribut du véhicule. Ça, j'aime ça. Si on note, par contre, pour une version LT, là, on a une apparence qui est un peu plus classique. Cette composante-là va être agencée à la couleur de la carrosserie. Même chose pour ce qui est des arches de roue. C'est plus monotone en ce qui me concerne dans le cas de la LT. C'est plus classique, alors que RS, bien, c'est Rally Sport. Donc, on vise une sportivité. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Moi, je préfère la version LT. Donc, vraiment, il y en a pour tout le monde. Et sans surprise, je préfère la RS. Bien, c'est de même, ça marche. C'est de même, ça marche. Il y a une caractéristique aussi qui est propre à la nouvelle génération des véhicules Chevrolet électrifiés. C'est une bande transversale qui fait la largeur du véhicule en DEL. Vraiment une nouveauté. On n'a jamais vu ça ailleurs. Non, on n'a jamais vu ça. Mais ce que j'aime, c'est que c'est complètement séparé. Les blocs optiques principaux sont encastrés ici. Camouflés quasiment, en plus. Là. Effectivement, mais moi, j'y vois un problème au niveau de l'hiver. Ben oui. On roule sur la route, la neige va s'y accumuler. Et puisque ce sont des DEL, ils ne dégagent pas énormément de chaleur. Donc, la neige risque de rester bien bourrée là. Et ça risque d'être un problème. Ça va être à surveiller, absolument. Bon, si on regarde le côté, par exemple, les roues, quand même assez distinctifs, là aussi, en matière de style. En fait, on a 3 styles de jantes. La 2 LT de base, on a du 19 pouces, qui est quand même pas petit. Mais toutes les autres versions, on passe à 21 pouces. C'est beaucoup, là. On voit qu'on mise beaucoup plus sur le style de la voiture qu'une faible consommation, parce qu'on le sait que, de manière générale, plus la roue est grosse, plus la consommation énergétique est élevée. Donc ça, c'est peut-être un peu contre-indiqué. Les versions RS, les jantes sont peintes en noir, alors que sur les LT, ce sera à 2 tons, dont argent. Sur le côté, on voit vraiment la silhouette très élancée du Chevrolet Equinox EV. Oui, et il y a plusieurs éléments qui expliquent cette sensation au niveau des proportions. Le fait que le toit est bas, que le pare-brise est somme toute assez incliné et que l'empattement aussi est très, très long sur le véhicule. Personnellement, je trouve que c'est beau. Ça lui donne un aspect qui est quand même assez distinctif. On a un bel habillage aussi en bas de caisse, notamment avec l'espèce de chrome fumé. C'est d'ailleurs le seul endroit où on en retrouve sur la carrosserie du véhicule. C'est un peu bizarre, ça. C'est un peu bizarre, mais quand elle le met noir intégral, au moins, on sent qu'il y a un souci du détail qui est peut-être un peu relevé. J'haïs pas ça, personnellement. Et au moins, c'est pas vrai chrome. Oui, là, ça serait vraiment disgracieux. Non, ça serait pas beau. Il n'y a aucun chrome, sinon, sur le reste de la carrosserie, même autour de la fenestration. On peut avoir un toit en fonction d'une version LT. On peut avoir le toit d'une couleur contrastante par rapport au reste de la carrosserie. Personnellement, je trouve ça plutôt ordinaire dans le cadre du design de ce véhicule-là. Mais pour ce qui est de la version RS, j'aime beaucoup la présentation qu'on a. Bon, sur le côté, on a aussi une espèce de coche là, au pilier C qui nous rappelle le Chevrolet Traverse, par exemple, le Trailblazer, mais qui, bizarrement, ne se retrouve pas sur d'autres modèles de la gamme Chevrolet. Donc c'est un peu une stratégie de design à géométrie variable. C'est ça. On veut y aller, mais on veut pas trop y aller. Donc ça, c'est particulier. Au niveau du feu unique à l'arrière, il est quand même intéressant dans l'optique qu'il y a un éclairage progressif qui est très, très intéressant visuellement. Il y a plusieurs petits picots qui allument de manière séquencée. Donc, je trouve ça intéressant. On a évidemment les 2 bandes d'ailes principales qu'on retrouve sur tous les autres produits Chevrolet. Ça, je trouve que c'est réussi encore une fois. Bon, dans le bas du pare-choc, évidemment, là, on a une applique texturée qui, moi, me fait beaucoup penser aux véhicules sud-coréens. Vraiment une approche qu'on a typiquement du côté de ces constructeurs-là. Honnêtement, ça, c'est peut-être le seul bout de la carrosserie que je m'explique pas et que je trouve pas particulièrement beau. Mais écoute, on essaie. C'est un choix. Oui, effectivement. Bon, qualité d'assemblage, de peinture, ça ressemble à quoi? Côté assemblage, de manière générale, c'est correct, considérant que c'est une version d'entrée de gamme du côté de chez Chevrolet. Même chose au niveau de la peinture, l'épaisseur est tout à fait décente.
Prendre place à bord du Chevrolet Equinox, honnêtement, c'est quand même assez facile. Le seuil n'est pas trop haut, pas trop large et on a une bonne ouverture de la portière. Et vu que c'est un VUS compact, la hauteur de l'assise est idéale. Et quand on prend place, honnêtement, on a quand même un spectacle. L'extérieur est flamboyant. On peut quand même dire la même chose pour ce qui est de la présentation intérieure avec ces gigantesques écrans. Franchement, de ce côté-là, GM réussit à nous impressionner. Est-ce que tout ça fonctionne? C'est ce qu'on va déterminer. Mais là où on commence à déchanter, c'est au niveau des sièges. Vraiment, le confort est minimaliste. Peu de support au niveau de l'assise. Elle est très courte. On ne peut pas l'ajuster. Même chose au niveau du dossier. Peu de support. Il faut aller avec une version 3LT ou 3RS pour avoir droit à des sièges climatisés. Heureusement, on peut se réfugier en se disant qu'ils sont minimalement chauffants de série. Même chose pour ce qui est du volant. Et les réglages électriques font encore une fois aller avec une version qui est complètement équipée pour ce qui est du passager. Le volant, très belle présentation. Honnêtement, c'est un volant qu'on connaît déjà dans d'autres produits chez Chevrolet, notamment le Traverse qu'on a essayé un peu plus tôt cette saison-ci. J'aime le fait qu'on a des accents de chrome fumé. C'est très élégant, un peu sportif aussi. Volant à base plane, sur piqueur rouge. Franchement, c'est de belles factures. Et si vous vous demandez pourquoi il y a une applique de plastique dans la partie supérieure, eh bien, c'est pas compliqué. C'est par là qu'on va voir l'affichage du fameux système de conduite semi-autonome Super Cruise. Donc, tout ça, je trouve que c'est réussi. Et ajouter à cela des commandes qui sont de bonne dimension, donc faciles à manipuler. En regardant au niveau de l'instrumentation, maintenant, on en est à 11 pouces et en territoire connu, du moins avec les nouveaux produits Chevrolet. Facile à lire, très ergonomique. Il est coloré, c'est vif au niveau des présentations. Il y a 5 tableaux différents. Donc, on peut vraiment jouer, paramétrer ce qui nous plaît lorsqu'on regarde l'instrumentation. Même chose aussi avec l'écran multimédia de 17,7 pouces. Très facile à lire. Honnêtement, on critique souvent le fait qu'il manque de couleurs dans certains systèmes multimédia. C'est le cas avec ce système-là. Mais vu que les icônes sont quand même assez gros, ça compense pour le manque de couleurs. Honnêtement, ça prend quelques temps pour s'y habituer. Mais après quelques jours, je vous dirais qu'on manipule quand même assez bien le tout. À la base, ici, les buses d'aération sont bien intégrées. C'est somme toute assez discret. Commande de climatisation aussi qui sont très simples. Le modèle a laissé une seule zone de climatisation. Ça, je trouve ça plutôt ordinaire. Pour avoir droit à 2, il faut monter avec le 3LT ou 3RS. Donc, il faut encore payer pour avoir ça. Au niveau de la console centrale, souvent dans les véhicules électriques, c'est un espace qui est vraiment bien aménagé, ultra fonctionnel. Je peux pas dire que je suis particulièrement impressionné par le travail des ingénieurs et des designers de Chevrolet. On a une base ici qui est somme toute assez spacieuse, mais pour avoir droit à une plaque de recharge par induction, vous devez aller chercher les modèles les plus équipés, donc 3RS ou 3LT. À l'aménagement ici, 2 portes-gobelets quand même bien situés. Petit espace de rangement ici, mais vous avez 2 connexions ici pour les fils USB-C qui vont clairement pendre partout. Et à cela, vous devez ajouter qu'il n'y a pas Apple CarPlay Android Auto à bord du véhicule. On doit passer par le système Google. Donc ça, c'est peut-être un irritant pour certaines personnes. Dessous, vous avez un grand espace de rangement, mais comme c'est toujours le cas, difficile d'accès pour ce qui est du conducteur. Vous devrez demander à votre passager de récupérer les objets qui y sont. Au niveau des rangements, encore une fois, c'est pas super. L'accoudoir ici, l'ouverture est latérale comme ça, donc il n'y a que le conducteur qui y a accès et il n'y a pas accès à un grand espace. Même chose dans les vides-poches, même chose au niveau du coffre à gants. Donc, sur ce point-là, GM passe un peu à côté de la plaque. Au niveau de la présentation intérieure, clairement, Chevrolet, il va d'un spectacle avec les écrans, mais on a aussi de l'éclairage d'ambiance. On a une collection de couleurs qu'on peut mettre au niveau d'une applique ici et dans les portières, du rouge aussi au niveau des buses d'aération. Donc, on fait vraiment un spectacle, mais quand on regarde la qualité des plastiques, la qualité de l'assemblage, je vous dirais que ça laisse peut-être un peu à désirer. Et prenez en compte aussi que ça, c'est pour la version RS au niveau des couleurs. Vous pouvez avoir du rouge aussi. Mais quand vous y allez avec une version LT, sachez que les appliques, elles seront un bleu poudre. Et ça ne plaira pas à tout le monde. De monter à l'arrière du Chevrolet Equinox EV, c'est facile parce que l'ouverture dans la carrosserie est quand même très grande. Une fois en position, on a une banquette qui est confortable, à la bonne hauteur, support qui est plutôt moyen, je dirais, là, pour les jambes et le dos, mais regardez les dégagements. Beaucoup d'espace pour les jambes, pour la tête, les épaules. On est vraiment dans un VUS compact, mais de grande dimension à l'intérieur. En matière de commodité, bien, on n'a pas grand-chose. On a des prises USB, petit espace de rangement en dessous. Bon, vide-poche dans les dossiers des sièges avant.
Et quand on pense à l'accoudoir central, bien, il est plutôt court, mais il renferme quand même les porte-gobelets. Visibilité latérale, c'est bon en raison de la surface vitrée qui est quand même assez généreuse, mais on a un poteau qui prend quand même un peu de place du côté de l'angle mort, là, je dirais. En matière d'espace cargo, maintenant, on y accède avec un haillon électrique qui dégage quand même une bonne ouverture, un seuil à une hauteur qui est tout à fait correcte. Pour ce qui est de l'espace disponible, vous avez 748 litres avec la banquette relevée et quand vous la rabattez à la manière 60-40, vous montez à 1614 litres, ce qui place l'Equinox EV dans la moyenne de la catégorie. Merci, Michael. Évidemment, le Chevrolet Equinox EV est un véhicule d'entrée de gamme. Oui. Mais puisqu'il est électrique, généralement, ça nous donne un peu plus de performance. Et à cela ajoute l'ensemble RS Rally Sport. Oui, qui est surtout pour le style, mais bon, on verra ce que ça va donner. Et on y va tout de suite. Comme dans la plupart des véhicules modernes, Olivier, on a plusieurs modes de conduite dans le Chevrolet Equinox. Effectivement, on en a 4 à bord. J'opte pour le sport. Ben oui, pour essayer d'avoir le plus de puissance possible. Oui, effectivement, parce qu'on sait que c'est pas particulièrement puissant, comme Michael l'a dit. On prend tout ce qu'on a, évidemment. On s'élance. Oui. Et monsieur, c'est progressif. On a choisi l'option douillet. Oui. Et je te confirme qu'avec le peu de puissance que j'ai, l'effet de coupe est assez limité, sinon inexistant. Oui, bien, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de puissance. Là. Écoute, là, ça s'élance très, très progressivement. Peut-être un peu trop progressivement. On le sait, avec les voitures électriques, on peut facilement jouer avec les paramètres. Ben oui. En mode normal, que ça soit une tortue comme ça va. Mais en mode sport, peux-tu me réveiller le moteur un peu plus, s'il te plaît? On veut du punch, là. Puis on l'a clairement pas avec ce véhicule-là. Pas pantoute. 8,2 secondes pour ce qui est du 0-100. GM annonce 8. Ouais. C'est pas tellement plus performant. Non. En mode sport, donnez-moi en plus, s'il vous plaît. Sinon, c'est la version 4 roues motrices, puis ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, mais on réduit quand même le temps au niveau de l'accélération. Oui. Et pour ce qui est du 100-0 maintenant... Oui. Voyons. Boy. Hey, le tableau de bord va nous tomber ses jambes. Oui, ses pieds, parce qu'il est tellement loin en avant de nous autres. Mais il reste que la gestion de l'ABS est vraiment mauvais, là. On sent que GM a coupé au niveau de la programmation. Les roues bloquent, ça patine, ça déstabilise constamment le véhicule, ce qui fait qu'on a un louvoiement. C'est dommage parce qu'on a un empattement qui est long. Normalement, on devrait avoir un véhicule qui est plus stable, mais ce n'est pas le cas. Il faut souligner qu'on est dans des conditions qui sont optimales. Il fait super beau dehors, l'asphalte est chaud, tout est là pour que ce soit fait facilement. Et malgré ça, c'est ordinaire au niveau du rendu. Oui, puis c'est bruyant aussi. Bon, on entend le tableau de bord craquer. Vraiment, c'est pas vraiment rassurant comme sensation. Non. Et la distance de freinage, vous savez, notre baromètre, c'est 40 mètres. On est à 40,5 mètres. C'est pas une catastrophe au niveau du freinage, mais considérant le format du véhicule, on devrait être en bas des 40. C'est ordinaire. Moi, je me demande si à l'épreuve de slalom, on va avoir une meilleure performance qu'à l'accélération et au freinage. On le souhaite ardemment, mais il faut quand même souligner que c'est un véhicule qui est lourd, plus de 2200 kilos. Oui. On est équipé, par contre, de jantes de 21 pouces. Oui. Ben, c'est pas pire pour le moment. Ça va quand même. Ouais, les pneus agrippent bien. Oui, les 21 pouces nous servent bien jusqu'à maintenant. Là, on est dans les comptes plus larges. Oui. La direction répond quand même assez bien. Elle est configurée toujours en mode sport, mais là, tu vois, là, je commence à travailler pas mal plus. On sent le sous-virage. Oui, là, c'est embarqué. Mouvement de caisse, pas si pire. Hein? Sont quand même assez bien contrôlés. Donc, on voit que les suspensions indépendantes aux 4 roues contiennent bien le poids du véhicule. Oui. Sérieusement, je m'attendais à un comportement pire que ça. Oui. J'ai réussi à maintenir quand même ma bonne vitesse. Donc, dans l'ensemble, c'est assez satisfaisant. L'empattement qui est long, les pneus de 21 pouces nous donnent un coup de main. Des pneus de bonne qualité en plus. Le Continental, on est quand même bien chaussé. Puis la suspension travaille bien aussi. Oui. Et une direction communicative en plus. Donc, ça a bien été. Tant mieux. Récemment, chez Chevrolet, l'évitement d'obstacles n'a pas été très, très glorieux. On doit le souligner. Donc, on a un véhicule électrique. En plus, c'est lourd. J'ai des appréhensions, mais jusqu'à maintenant, le véhicule a quand même bien performé.
On a toutes les raisons de croire que le Chevrolet Equinox EV va bien se comporter à l'épreuve d'évitement d'obstacles parce que le comportement routier s'est avéré sain au slalom, mais peut-être que le système de freinage va nous laisser tomber. Et ça n'a pas bien été, encore une fois, du côté de chez Chevrolet. Le véhicule est carrément tombé en sous-virage. J'ai braqué, mais le véhicule, dû à son poids nécessairement, a complètement continué en ligne droite. J'ai été frappé l'obstacle et aucune sensation au niveau de la direction. Le véhicule a carrément glissé. Au deuxième braquage, j'ai réussi à récupérer le véhicule. J'ai une distance de freinage qui est pas si longue que ça. Complètement inacceptable qu'un véhicule de ce format, avec autant de technologie, frappe l'obstacle. Sérieux, je comprends rien là-dedans. Encore une fois, un produit GM échoue l'évitement d'obstacles. Sérieux, ça commence à être une longue séquence de produits qu'on observe au cours des 2 dernières saisons. Il y a un sérieux problème de ce côté-là. GM devra revoir en profondeur la calibration de ces systèmes pour améliorer le comportement en situation d'urgence de ces véhicules. Ça marche pas. Non, pas du tout. Extrêmement décevant. Et quand on regarde froidement le véhicule, tu te dis, bon, il y a un empattement qui est long, il est bien chaussé, du 21 pouces, des pneus larges. Il est pas si haut. Tu sais, pourquoi qu'il n'a pas passé? Tu veux-tu m'expliquer ça? Aucune réponse du train avant au premier braquage. Moi, j'avais même l'impression de l'extérieur que tu n'avais pas braqué. C'est comme si tu avais continué tout droit. Bien, c'est ce qu'il a fait. Mais moi, je braquais à l'intérieur du véhicule. Au deuxième braquage, il s'est récupéré. Ouais. Mais regarde le freinage. On voit que c'était déjà trop tard. Encore une fois, l'ABS, il est parti en vacances. Donc, c'est ultra décevant. Ça marche pas. Voilà. Freinage automatique d'urgence maintenant avec le Chevrolet Equinox EV. Et pour ce qui est de la détection des motos et des véhicules, c'est entre 4 km/h et 135 km/h, alors que pour les piétons et les cyclistes, on est plutôt entre 8 et 80 km/h. Comme toujours, on fait l'exercice à 60 km/h et je m'approche de l'obstacle. Léger signal lumineux. Ben voyons donc. Ça va pas super bien dans les manœuvres de sécurité avec l'Equinox pour le moment. J'ai une légère vibration au niveau du siège, signal lumineux à la base du pare-brise, freinage plutôt tardif et très progressif à un point tel que j'ai accoté l'obstacle, ce qui est inacceptable. Donc, c'est raté. Premier aspect que je constate sur la route avec le Chevrolet Equinox EV, c'est la taille du tableau de bord. Il est, ma foi, immense. Il y a quasiment 2 pieds entre la fin du tableau de bord et la base du pare-brise. Moi, je trouve que ça marche pas pendant tout. Ça marche pas, ça, c'est une chose. Mais ce qui est encore pire, c'est la réflexion du tableau de bord dans le pare-brise qui obstrue littéralement la visibilité. C'est dérangeant pour l'œil en permanence. On a l'impression que le pare-brise est sale. Pas compliqué. Bien, exactement. Et là, on parle pas évidemment d'un affichage tête-haute. C'est pas ça du tout. Non. On a le ramage dans le pare-brise et plus il fait soleil, plus c'est dérangeant. Donc ça, vraiment, ça fonctionne pas. Un autre point qui marche pas, dû à l'inclinaison justement du pare-brise, c'est beau de l'extérieur. On a un design qui est totalement réussi, mais on tombe en mode compromis. On a un gros pilier A, très large, avec une base qui semble encore plus large, malgré l'apport de la petite fenêtre, qui au final sert absolument à rien parce qu'elle est trop petite. Et à cela, tu ajoutes un rétroviseur qui est quand même assez massif. On voit plutôt mal. Là. Il y a un angle mort qui est très prononcé de chaque côté. Et vers l'arrière, ben, c'est pas très optimal non plus. La ligne de toit est assez fuyante. La lunette est quand même petite. On a des appuis-têtes. Donc, franchement, ça va pas super bien. Ça marche pas. De côté, par contre, ça va. Ah oui, là, on voit très bien. Écoute, c'est vraiment une vue panoramique. Ça, c'est super. Oui. J'aimerais mieux voir en avant. Oui, moi aussi. Bon. Maintenant, d'un point de vue de comportement sur la route, je te dirais que c'est un produit que je trouve quand même assez satisfaisant. Les suspensions travaillent bien. La direction, elle communique bien aussi. Pour un modèle d'entrée de gamme, je trouve que GM a bien réussi cet aspect-là. On a un certain agrément au niveau de la conduite. Par contre, on l'a vu sur la piste, la version traction, la puissance est en dessous des attentes. Et j'ai expérimenté une tentative de dépassement, il faut quand même le dire. Généralement, avec une voiture électrique, tu as un aplomb quand tu veux faire une accélération. Il est tellement configuré pour réduire la consommation d'énergie. Je viens pour dépasser, j'ai pas de pédale. Mais non, Il a fallu que j'avorte littéralement mon dépassement. Je n'étais pas capable de l'effectuer. D'autant plus que c'est un véhicule qui est quand même assez lourd. Là, donc la puissance est limitée. Donc, sur
sur ce point-là, la version 4 roues motrices doit nécessairement être plus intéressante que la version traction. Oui, certainement, on ne l'achète pas pour sa puissance. Oh non. Et si vous faites un dépassement, prévoyez-le d'avance. Oui, sachez-le. Système de conduite semi-autonome, oui. Super Cruise. Quand même assez intéressant, ça. Bien, je te confirme que tous les Super Cruise ne naissent pas égaux. On est dans le bas de la gamme chez GM et on n'a pas le même niveau de rendement qu'on aurait, par exemple, dans un Cadillac Lyriq ou un modèle beaucoup plus équipé. Faut pas s'attendre à des miracles, on n'est pas au même niveau de prix non plus. Là. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est pas parce que le vendeur vous dit que vous avez le système Super Cruise que vous avez le même niveau d'intervention que dans les modèles plus haut de gamme. Là, il fait pas de changement de voie automatique, contrairement à d'autres versions du système. Exactement. On peut conduire un peu sans les mains, là, littéralement un système hands-off qu'on appelle, mais il va nous demander d'une manière beaucoup plus récurrente de reprendre le volant en main, ce qu'on va avoir beaucoup moins avec un système qui va être plus performant. Une chose qui fonctionne bien, par contre, c'est la conduite à une pédale. Oui. GM maîtrise ça depuis la Chevrolet Bolt comme un maître. Même dans le cas de la Volt, avant, on utilisait un système similaire. Exactement, et ça fonctionne vraiment toujours bien. On peut facilement maîtriser le pédalier pour vraiment être capable de moduler l'accélération ou le freinage jusqu'à un arrêt complet. Tu as même plusieurs niveaux de régénération disponibles via l'écran central. Tu as même une palette sur la branche gauche du volant. Vraiment super. Ça fonctionne très bien. Ce qui nous amène à la consommation du véhicule. Durant nos tests, on a fait 17,9 kWh au 100 km. Je trouve ça un peu haut, moi. Bien, un peu haut, considérant qu'on n'a pas de puissance et que c'est seulement une traction. C'est sûr que le véhicule est quand même lourd avec sa grosse batterie, mais quand même, j'aurais mis quelque chose d'un peu plus bas. Ce qui fait que nous aurions eu une autonomie projetée de 476 km. Pour cette version-là, GM annonce plutôt 513. On n'est pas tout à fait là. On n'est pas tout à fait là. Tu me résumes ça, point positif, point négatif maintenant. Bon, positif, le rendement de la motorisation qui est quand même intéressant, même si nous avions que la version à traction. La présentation intérieure qui est quand même flamboyante et l'intégration aussi du système multimédia qui est bien faite et l'espace arrière dans une optique familiale, c'est franchement intéressant. Et du côté des points négatifs maintenant, mauvaise calibration du système ABS, la visibilité vers l'avant qui est franchement compromise à cause de la réflexion du tableau de bord dans le pare-brise, de même que les piliers qui sont très, très massifs et, bien évidemment, le double échec au niveau du freinage automatique d'urgence et de l'évitement d'obstacles. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça du point de vue de la recommandation? Étant à sa première année modèle et considérant tout ce qu'on vient de dire par rapport au produit, c'est un modèle qu'on conserve en évaluation.